Bonsoir. Morgane Lacombe, adjointe au deuxième en charge de l'égalité des femmes. Et je suis avec M. Délégué Tourné adjoint à la santé, adjoint maire du 13e également, à la santé et en santé environnementale. Et super. Moi, par ailleurs, j'ai le senior aussi, et aussi. Voilà, dans la délégation égalité femmes-hommes. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir en mairie du 13e. Et voilà, je vais saluer tout particulièrement Madame Lambert pour l'organisation de cette soirée et Madame Gaëlle Ranier pour la venue d'Equivoque, cette formidable association qui a réussi à faire venir trois excellentes intervenants pour nous parler du sujet des femmes et de la santé et des inégalités en termes d'accès à la santé des femmes. Donc, je vais présenter mesdames, trois intervenants. Madame Bernadette Reguera, directrice fondatrice de l'association Icambéré, qui accompagne les femmes vivant en situation de précarité et avec des maladies chroniques et les accompagne vers l'autonomie au sein de ces trois maisons d'accueil. Madame Ilana Lévy, historienne des sciences, directrice de formation à l'INSERM, qui étudie le rapport entre les sciences et le genre sous une perspective féministe, et notamment dans les domaines de la reproduction et de la prise en charge des cancers féminins. Et enfin, Madame Nathalie Bajos, sociologue et démographe, directrice de recherche à l'INSERM, dont les champs de recherche portent sur la sexualité, la santé sexuelle et les inégalités en santé dans une perspective intersectionnelle. Merci à vous d'être là. Merci, monsieur le maire. Pour votre présence également de saluer. Donc, comme vous le savez, dans la recherche médicale, de nombreuses inégalités existent, donc toujours au détriment des femmes. Prévention des risques cardiovasculaires, dépistage des maladies, cancer, Alzheimer, dépression, maladies féminines comme l'endométriose, peu ou bien tardivement pris en compte et reconnues. Et à toutes ces inégalités s'ajoutent des conditions de travail plus difficiles pour les femmes, une précarité économique plus grande, des charges domestiques plus importantes et un sentiment élevé, une réelle insécurité plus grande qui conduisent les femmes à avoir un accès détérioré aux soins. Donc ce combo détonnant, c'est qu'aujourd'hui, encore, les symptômes des femmes sont d'une part moins bien connus et moins bien pris en compte par le corps médical, mais qu'en plus, les femmes connaissent elles-mêmes moins bien, voire pas du tout, leur corps, leurs conditions de santé physique, mentale et sexuelle, et s'auto-censurent en minimisant leurs symptômes lorsqu'elles appellent leur médecin. Donc, tout ceci a été recensé dans le dernier rapport du commissariat à l'égalité sur la santé des femmes. Il y a fort heureusement des avancées ces derniers temps, grâce notamment à la recherche dans le domaine pluridisciplinaire des études de genre, et en particulier en santé sexuelle, avec la prise en compte explicite des inégalités femmes-hommes, des questions de consentement, de la non-reproduction et des minorités sexuelles. Mais la mise en œuvre de ces stratégies de prévention et d'information des femmes reste très difficile en raison du cumul avec, on l'a dit, les inégalités sociales et les difficultés d'accès aux soins. Donc, tout ceci nous sera largement bien mieux expliqué par Mesdames Reguera, Lévy et Bajos, experts sur ces sujets qui nous en diront bien davantage et je suis sûre que ce sera passionnant. Et avant, je passe la parole à Monsieur Lévy. Merci pour votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Morgane pour cette introduction qui était très complète et qui pose bien les enjeux de ce débat important, de cette table ronde que nous sommes ravis d'accueillir en mairie du 13e arrondissement. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue en notre nom à toutes et à tous, l'équipe municipale, et je le dis sous le regard du maire ici présent, évidemment. Cette question des inégalités d'accès aux soins sous le prisme du genre et sous le prisme, finalement, de l'intersectionnalité, dans le mot, le gros mot. C'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet extrêmement d'actualité et c'est un sujet qui reste pourtant
très méconnu, et j'ai presque envie de dire non reconnu par les professionnels de santé, par la population. Et donc, je pense qu'il y a tout un enjeu à en parler le plus possible, à l'étudier le plus possible, et à poser sur cette réalité des données qui ne seront pas contestables, qui seront démontrées, qui seront scientifiquement prouvées, et qui permettront de faire évoluer les pratiques. Alors, les choses évoluent lentement, mais elles évoluent. Les formations initiales des professionnels de santé comportent de plus en plus des thématiques, des enseignements sur ce sujet, sur les inégalités de genre. Mais je pense que ça reste encore trop peu développé et trop peu connu. Donc, merci beaucoup pour ce que vous nous offrez ce soir, ce que vous nous proposez ce soir. J'écouterai avec un grand intérêt le débat et je pense que les échanges seront féconds et riches. En tout cas, je le souhaite. Merci beaucoup. Là, ça fonctionne, super. Eh bien, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Morgane Lacombe et à toute l'équipe de la mairie du 13e qui nous accueille ce soir. Bienvenue à vous dans la salle, mais bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous ont rejoints par Zoom, je crois, d'Angers à Bamako, de Madrid à Port-au-Prince, en passant par Lyon et d'autres villes, notamment d'Afrique de l'Ouest. Lyon étant pas mal représenté dans les différentes personnes connectées ce soir. Alors, moi, je m'appelle Aurélie Garnier, je suis directrice de l'association EQUIPOP, qui est une association de solidarité internationale dont la mission est la défense des droits et la promotion de la santé, et en particulier des droits et de la santé sexuelle et de la reproduction, et donc les familles des SSR. Et en fait, il y a 3 ans, cela, peut-être un peu plus maintenant, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'éclairer les enjeux de santé à l'aune des approches féministes en invitant un certain nombre de praticiennes, mais aussi de chercheuses, issus de géographie et de champs disciplinaires différents, à venir partager leurs regards et leurs expériences. C'est donc à cette polyphonie qu'on a contribué ce soir, avec vous, qu'on s'écoute dans la salle, mais aussi à distance, et avec la présence donc, de nos 3 invités qui ont gentiment accepté de prendre la parole. Nous avons donc Bernadette Bruguera, Nathalie Vajos et Ilana Levy. Vous allez partager vos savoirs et vos expériences en éclairant cet enjeu de féminisme et santé à partir de différents terrains, je dirais. L'intervention sociale pour vous, la question, l'approche historienne, et puis l'approche aussi sociologique, démographique pour vous, Nathalie Vajos. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de me tourner vers Madame Ilana Levy. Vous acceptez le fait d'ouvrir le bal ce soir en vous proposant de faire un petit pas de côté, ou plutôt devrais-je dire un petit pas en arrière, puisque vous êtes historienne, et de questionner en fait la construction des sciences médicales à l'aune de vos études. Vous êtes historienne, mais je crois que vous avez un parcours aussi biologiste. Vous avez manié pendant une dizaine d'années les couvettes et les microscopes dans un laboratoire d'immunologie cellulaire, quelque chose comme ça, non? Vous confirmez? Donc, c'est double perspective. C'est quand même intéressant, c'est une perspective à la fois biomédicale et puis historienne des sciences. Voilà, j'aimerais que vous puissiez éventuellement me dire comment vous la mobilisez pour éclairer le fait que les sciences, y compris les sciences médicales, ne sont pas neutres. Elles sont situées et elles sont historiques. Et ça serait assez intéressant de savoir comment vous, dans vos différentes recherches, vous avez éventuellement repéré la manière dont les biais sexistes pouvaient travailler la construction des sciences médicales. Est-ce que vous acceptez de commencer cette discussion en répondant à cette question?
plaisir. Voilà. Alors, je peut-être proposer comment les sciences biomédicales, bon, vous me dites comment les sciences biomédicales sont biaisées. Toutes sciences, disons, de mon point de vue, qui est l'histoire plus sociale et culturelle des sciences, la science neutre, ça n'existe pas, ça pour les martiens, qui sont la plupart évidemment les martiens. Ça veut dire que chaque connaissance est forcément située, parce que comme Mendeleev et les autres philosophes des sciences ont dit, la nature, elle existe, mais la science, hors de nous, mais la science, c'est une construction des humains. Il n'y a pas de science qui pousse sous des arbres. Disons, on peut parler d'entité biologique, mais la biologie, c'est une science qui, la non-biologie elle-même, a paru au milieu du 19e siècle. Il n'y avait pas de biologie avant. Donc, forcément, puis comme vous savez probablement, jusqu'au milieu du XXe siècle, le savoir était plus sur les femmes, dans le savoir biologique et médical notamment, mais pas uniquement, anthropologie, sociologie, démographie, était principalement construit par les hommes, parce qu'il y avait très peu de femmes qui avaient des positions marquantes. Ça veut dire que c'est les hommes qui disaient comment ils construisent le savoir sur les femmes. Donc, ça veut dire que le savoir, est-ce que c'est la vraie nature des femmes? C'était un savoir qui était construit par les hommes. J'ai une collègue historienne de sciences qui s'appelle Lauren Dalston, et qui était directrice récemment de l'Institut national d'histoire des sciences à Berlin, qui a écrit déjà pas mal de temps un article sur la nature des intellects humains. On disait toujours que les femmes, c'est exactement comme les hommes s'apprennent inférieur. Les femmes ont c'est l'image miroir inférieure des hommes. Et on pensait par exemple que les organes sexuels féminins sont exactement la même chose que les organes sexuels masculins, mais il était à l'intérieur de la femme parce que la femme avait une nature froide et visqueuse, n'avait pas assez d'énergie vitale, et de ce fait, ces organes sexuels étaient à l'intérieur de son corps, et il y avait des histoires aussi. C'est-à-dire que des femmes frappées par le poudre, comme elle était frappée par le poudre, elle a reçu beaucoup d'énergie d'extérieur, donc elle s'est transformée en homme. Ces organes sexuels se sont extériorisés. Donc, il y avait toujours cette idée de construction des savoirs biologiques et médicaux qui pensaient que la femme, c'est une entité. C'est comme les hommes en moins. C'est toujours quelque chose qui manque, et non manquait. Bon. Alors, je ne veux pas entrer dans une longue histoire maintenant, mais disons, ça a commencé parce que le savoir sur les femmes était construit par les hommes. Il y avait tout un plan de savoir qui était redécouvert et oublié. Redécouvert et oublié. C'était tout le temps, c'était quelque chose que, bon, je parlais, c'est mon premier cours, je parlais de Jean-Michel Ledoux, qui a fait le livre qui s'appelle Le sexe du pouvoir, qui est un très beau livre qui vient d'être réédité, et qui montre tout le temps comment les femmes ont tenté d'accéder au savoir, ça veut dire le savoir autorisé, le savoir universitaire, le savoir académique, le savoir, par exemple, être médecin, être en position de professeur de faculté de médecine, être professeur d'université. Et chaque fois, depuis l'Antiquité, je me montre, c'était tout le temps repoussé. Chaque fois qu'il avait un acquis, on l'a repoussé. Bon, ça va. Donc, finalement, ce qui faisait que le savoir autorisait que les femmes étaient toujours le savoir des femmes comme subordonnées au modèle, le modèle des humains, c'était le modèle des hommes, et la femme, c'était le deuxième sexe.
Ça veut dire que c'était quelque chose qui était intérieur. Et bon, je vais en finir, après je pourrai répondre à la question, mais par exemple, il y a plusieurs exemples qui montrent comment ça articule. Moi, je travaillais un peu sur les exemples, par exemple, sur l'anatomie. Vous êtes probablement, vous êtes ici, vous êtes au courant, comment le savoir sur les clitoris. Il y a un livre de l'histoire, comment le clitoris démontrait pour quelque chose annexe, c'est l'orgasme. Les organes féminins, masculins, le phallus ou le pénis, c'était quelque chose de grand, visible dans toutes les structures. Le clitoris était invisible, mais ça, c'est justement un exemple de savoir calculer. Il y avait des anatomistes au XVIe siècle qui ont décrit le clitoris. Beaucoup on a oublié ça. Il y avait au XIXe siècle des anatomistes qui ont de nouveau, avec dissection fine, ont montré que les clitoris, finalement, il y a une structure très grande, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est toute une petite chose, mais ce qui ne veut rien dire de la nature de l'organe. Et on a réussi à oublier ça de nouveau. Donc, c'est vraiment assez pas grave. Si on regarde le livre d'anatomie du XVIe siècle, il y a des organes féminins. Bon, on a oublié tout ça. Ils ont disparu 50 d'années après. On a des livres d'anatomie du XIXe siècle avec la dissection des clitoris intérieurs. Qui s'appelle Colbert, qui était une anatomiste importante. Donc, ces dessins ont apparu dans le livre d'anatomie et été oubliés. Et seulement au fin du XXe siècle, en utilisant de nouveau des techniques comme la résonance magnétique, on a réussi à de nouveau redécouvrir la structure qui était déjà connue, devrait être connue en 400 ans. Autre exemple, par exemple, les hormones masculins, féminins. Vous savez bien, les femmes sont gérées par les hormones. Les hommes n'ont pas d'hormones. Alors, parfois, des hormones. Ils ont de temps en temps de poussée de testostérone. Et comme ils n'ont pas de poussée de testostérone, ils n'ont pas de hormones. Donc, le corps féminin est totalement subordonné aux règles des hormones, et puis les agressants, et comment c'est un virus qui se parade dans le corps. Après, ce sont les hormones féminines, et même les noms scientifiques des hormones les représentent, parce que les hormones masculines, c'est testostérone, ce sont les androgènes. Androgène, ça veut dire ça fait un homme. Mais les hormones féminines sont des estrogènes. Ça veut dire ça fait le cycle. Ça ne fait pas une homme. Ça ne construit pas la femme. Ça construit le cycle. Parce que c'est le cycle qui définit la femme. Les femmes sont cycliques, donc ils ont un corps moins fiable, donc ils ont des corps fragiles, etc. etc. Et comme, tout le savoir, par exemple, la gynécologie, c'est une discipline scientifique qui est énormément plus développée que l'andrologie. Parce que, de nouveau, les hommes, la nature masculine, elle va de soi, elle n'est pas gérée par les hormones, elle est gérée par le cerveau. Les hormones, c'est de temps en temps. Comme la nature féminine, elle est gérée par les hormones. Donc, bon, l'exemple que tu mentionnais, par exemple, c'est l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui maintenant est devenue visible. Donc, on a dit, on a redécouvert. On n'a redécouvert rien du tout. Elle était connue depuis de très longtemps. Elle était diagnostiquée par la technique qui existait depuis au moins 50 d'années. Mais il fallait un mouvement de malades. Donc, par l'endométriose, pour qu'on rend visible cette condition. Pour résumer, c'est-à-dire que les femmes, à la fois, étaient un objet d'attention intensive des médecins à cause de la reproduction. Aussi, par exemple, dans les 50, le cancer est une maladie féminine. C'était le cancer de poumon qu'on a commencé à découvrir. Beaucoup d'hommes ont aussi découvert le cancer, parce que le cancer féminin ou l'utérus et le sein étaient visibles. Le cancer était considéré très longtemps comme maladie principalement féminine. Donc, le corps des femmes était fragile, était soumis à diverses tensions, était corps hormonal, donc fluctuant, parce que les femmes sont prisonnières de leur cycle hormonal, de leur cycle reproductif, de tous les problèmes reproductifs. Donc, à la fois, il y avait énormément d'attention au corps féminin, au corps malade, et d'autre part, en même temps, c'était
qui est très intéressant, négligence de certaines conditions féminines, parce que c'est considéré normal que les femmes, par exemple, pour l'endométriose, elles ont des règles douloureuses, mais c'est normal parce que les femmes ont des règles qui sont douloureuses, donc c'est pas la peine de consacrer beaucoup d'efforts à ce traitement. Donc, il y avait à la fois production de savoir biaisé sur les femmes et la production en même temps d'une ignorance en repoussant certaines connaissances qu'on allait découvrir beaucoup de temps. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez illustré à travers tous ces exemples et à travers ce petit pas en arrière comment effectivement les sciences médicales se sont construites à travers des biais sexistes. On devine même dans ce que vous dites que les sciences médicales ont peut-être aussi contribué à la construction du féminin et du masculin en retour. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais en tous les cas, on voit bien ces interactions et on voit bien que les sciences médicales ne sont pas neutres. C'est ce qu'on voulait préciser et établir. Moi, j'aimerais peut-être vous poser une deuxième question. D'un point de vue historique, les mouvements féministes ont-ils fait bouger des lignes, justement, dans la prise en compte à la fois des spécificités du corps féminin et de ses besoins spécifiques, mais aussi peut-être dans la manière dont les sciences médicales et la recherche s'est développée ces dernières années, notamment? Non, absolument. Et c'est une place qui était absolument centrale. Par des mouvements, par l'entrée massive des femmes dans la médecine et dans le savoir biologique, et par les mouvements de santé des femmes. Alors, le mouvement de santé des femmes s'est construit dans une grande mesure, initialement, autour des questions de contraception et avortement, la maîtrise de fertilité par les femmes. Nathalie, je pense que vous en parlez beaucoup plus que moi, mais disons d'une certaine manière, oui. Et ce qu'on sait peut-être moins que dans les années 70, moins en France, mais beaucoup plus dans les pays de langue anglaise, et après c'est venu, pour des raisons historiques, le mouvement féministe en France, qui était évidemment extrêmement important, et qui se construit autour des sujets de travail, d'une moindre mesure, mais aussi important, autour des sujets d'éducation et d'immigration. Un grand sujet, c'est autour du travail, parce que c'est la tradition, grande tradition de la gauche française, qui se construit autour des questions des femmes. Donc, discrimination des femmes au travail, éducation différenciée, différente pour les garçons et pour les filles, et les problèmes de migration, les problèmes de migration féminine, la discrimination et au mouvement migratoire. Mais beaucoup moins autour des questions de corps, comme pas de corps, parce que d'abord, il y a un mouvement pour la liberté d'avortement et de conception en France aussi, mais pas encore comme sujet de savoir différentiel, et ceci pour des raisons aussi historiques, que l'étude sociale et culturelle de France arrivait en études sociales et culturelles de la science sont arrivées en France plus tard que dans les pays de langue anglaise et des pays scandinaves. Donc, disons, on s'intéressait à militantisme autour des problèmes de femmes comme contraception, avortement, grossesse, accouchement, mais pas en construction de savoir sur la corps fertilité. Mais aux États-Unis, notamment, il y avait un mouvement extrêmement fort qui s'appelait le mouvement de santé des femmes, Women Health. Et dans les années 70, avec la deuxième vague de féministes, sont parés d'activisme. Ils ont les femmes qui avant, dans les années 60 déjà, avant la légalisation de l'avortement, comme vous savez maintenant, délégalisé. Mais à l'époque, il était légalisé aux États-Unis en 1971. Mais avant, il y avait des mouvements de femmes qui faisaient de l'avortement, d'ailleurs en France, mais il y avait aussi des mouvements de connaissance de soi, mais aussi des cliniques féministes. Et c'était un mouvement vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que le mouvement, ce qu'on appelait toujours le mouvement de l'usagère de santé, le mouvement des malades. Mais souvent, ce mouvement travaillait avec les professionnels. On mettait le mouvement, par exemple, je travaillais sur le cancer, le mouvement des malades de cancer, appuyait l'institution de cancérologie, collectait
d'argent pour la recherche ne s'opposait pas au établissement médical. Ce qui était nouveau, qu'aux États-Unis, notamment, il y avait très peu de gynécologues. C'était pratiquement des gynécologues hommes, avec une idéologie très paternaliste et masculiniste. Le mouvement de santé des femmes s'opposait radicalement au grand segment officiel de médecine. Et comme on connaît ça, par exemple, c'est un mouvement extrêmement actif et dynamique. Et comme dans les années 80, sorti le mouvement SIDA, comme par exemple il s'est inspiré directement des tactiques de mouvement de santé. Au moment qu'il y a des femmes qui ont commencé à la fois en s'appuyant déjà d'ailleurs à certains professionnels, des gynécologues femmes, qui dès le début s'engageaient du côté des femmes. Et c'est dans ce cas en France aussi. Donc, le mouvement de santé des femmes, il y avait évidemment après les branches en France, c'était beaucoup autour des livres, notre corps nous-mêmes, les traductions différentes de ces livres. Comme ce mouvement a développé, était extrêmement important, pas seulement pour la santé des femmes, mais aussi cette nouvelle attitude de usagers de santé au militantisme, et pas seulement militantisme, pas seulement nous avons le droit à avoir des financements, de ça, mais aussi, et je pense que pour moi, comme historienne, c'est quelque chose qui est très crucial, que c'est l'usager aussi s'octroie le droit de produire du savoir. Nous connaissons nos corps peut-être mieux que ces messieurs de l'académie ou ces messieurs, etc. Et que nous, en tant qu'usagers, nous pouvons dire des choses de nos corps et produire des connaissances scientifiquement valables. Merci beaucoup. Ça ouvre à plein d'autres questions. On y reviendra peut-être dans le tour de table et le tour de salle. Je vous propose maintenant d'écouter Nathalie Pavlos. Alors, vous êtes sociologue et directrice de recherche à l'INSERM, directrice d'études à l'ESS, enseignante à l'INSERM, anthropologue. Vos travaux, comme il l'a été souligné tout à l'heure, ont porté beaucoup sur la question de la sexualité, de la contraception du VIH, de l'avortement notamment, et vous vous intéressez beaucoup, notamment à la prise en compte des inégalités de genre, mais plus largement des inégalités sociales dans les parcours de santé. J'ai envie de vous demander en quoi, justement, il serait important, aujourd'hui, enfin, peut-être, de prendre en compte les inégalités de genre, de mieux les prendre en compte, et plus largement de mieux prendre en compte les inégalités sociales dans le cadre de la promotion de la santé, notamment. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais essayer de donner quelques éléments un peu généraux pour laisser du temps à la discussion. Je ne parlerai pas, sauf en réponse à des questions, je ne parlerai pas exprès, je ne parlerai pas de sexualité, de contraception et d'avortement. D'abord parce que, évidemment, on a parlé, parce que Bernadette va sûrement en parler aussi. On va essayer effectivement de poser plus généralement la question de genre et santé, pour rappeler qu'à part ce qui relève de la sphère de la santé sexuelle et reproductive, là, c'est évidemment les femmes, avec des guillemets, des points d'interrogation. Mais sinon, c'est un peu contre-intuitif de parler de genre et santé, parce que dans tous les pays du monde, les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Dans tous les pays du monde. Et donc, ça peut paraître contre-intuitif de s'intéresser aux questions de genre et santé. En fait, quand on décortique un peu cette espérance de vie plus élevée des femmes que des hommes, pour vous donner, sans vous abreuver de chiffres, peut-être que vous aimerez, rassurez-vous. En France, par exemple, les femmes, l'espérance de vie actuelle à la naissance, c'est 79,3 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes, pour les femmes. Vous voyez, ça fait plus de 5 ans d'écart. Mais quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé, déjà, cet écart n'est pas beaucoup. Il est plus que de un an, un peu plus d'un an. Et quand on regarde à 65 ans, hein, quand on arrive à l'âge de la retraite, par exemple, hein, c'est un rapport à l'actualité, il est de l'écart, les hommes ont 11,3 années d'espérance de vie et les hommes 12,6. Je ne peux pas m'empêcher quand même, parce que c'est l'actualité
Allez-y, allez-y. En fait, les écarts entre les sexes sont beaucoup moins importants que les écarts entre les catégories sociales. Par exemple, l'écart entre les personnes qui appartiennent aux 5% les plus riches par rapport aux 5% les plus pauvres, comme les hommes, il y a 13 ans d'écart pour les hommes et 8 ans pour les femmes, entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Autrement, 25% des 5% les plus pauvres, de toute façon, sont morts avant d'arriver à la finale. Bon, j'arrête de parler d'être, mais quand même, c'est très lié. Et ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, il faut questionner les enjeux de genre et santé, mais on voit bien qu'il faut les articuler à d'autres dimensions, des rapports sociaux de pouvoir sur toutes les sociétés humaines, et qui sont principalement, mais pas exhaustivement, les rapports de genre, les rapports de classe et les rapports de race, avec des critères évidemment de race, puisqu'il n'y a qu'une seule race, mais les rapports de rapport social de race. Voilà, donc il y a ces rapports sociaux qui structurent toutes les sociétés humaines et qui marquent la santé. La santé, en fait, est en sociologie, en santé publique, c'est un révélateur des inégalités sociales, des rapports de pouvoir qui sur les sociétés. Et donc, moi, je vais m'intéresser aux rapports de classe, de genre et de race. Voilà. Donc, je disais, c'est pas intuitif de travailler sur les questions de genre et santé, mais en même temps, c'est très important parce que d'abord, quand on regarde les différences de vie en bonne santé, l'écart est beaucoup réduit. C'est pas toujours vrai que les femmes ont des positions favorises dans le domaine de la santé par rapport aux hommes, ça dépend des âges. Il y a des relations mortalité masculine et des garçons. Ça dépend des pathologies. Dans le domaine cardiovasculaire, les rapports de genre défavorisent clairement les femmes, mais dans le rapport de la pathologie mentale, c'est le contraire, c'est les hommes qui sont défavorisés. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Et ça nécessite vraiment de regarder la question de genre et santé, mais à l'articulation des autres rapports sociaux de domination. Et c'est très important parce que quand on parle que de genre et santé, que de féminisme et santé, il y a un risque qui est bien présent, c'est d'essentialiser les questions de santé par rapport au fait d'être une femme. Voilà. Et l'autre jour, à l'occasion de la journée de la femme, ça existe encore. Ah, bien sûr, ça existe encore. J'ai entendu pour les ondes des collègues, d'éminentes collègues généticiennes, je ne dirais pas de nom, mais ça n'a aucune importance. C'est un courant très important de revendiquer au nom du féminisme le fait que les femmes et les hommes, c'est vraiment pas pareil. Parce que dans les cellules, on n'a pas les mêmes chromosomes. Et donc, ça justifie par principe des appréhensions différentes des problèmes de santé des femmes et des hommes. Alors, je ne dis pas qu'évidemment, les endométrioses, que je sache, ça ne concerne pas les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce risque de d'essentialisation de la santé de la femme, ou mieux la santé des femmes. Attention, les femmes, le groupe des femmes, c'est la catégorie de sexe, c'est être une femme, ça ne veut rien dire sociologiquement. Ça dépend de son âge, ça dépend de son appartenance ethno-raciale, ça dépend de son travail, ça dépend de son éducation, ça dépend de etc. Donc, juste alerte rouge pour ne traiter que de la santé des femmes, de la santé des femmes, même pas en rêve, mais la santé des femmes, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on mélange. Et donc, je pourrais le faire dans le domaine de la recherche avec des articles évidemment sur les plateformes de santé, c'est de décomposer comment se construisent les inégalités sociales de santé. D'ailleurs, une petite pique dans le jardin des gens qui pensent que les femmes et les hommes, c'est fondamentalement différent parce que toutes les cellules sont sexuées et donc toutes les génétiques, évidemment, toutes les maladies, il ne s'agit pas de nier du tout, moi, on ne propose évidemment pas de nier la dimension génétique, biologique, etc. C'est juste de la ramener à sa juste place et de dire qu'il faut considérer l'ensemble des déterminants sociaux, politiques, économiques, culturels, etc. D'ailleurs, si c'était qu'une question de gènes et de chromosomes, comment on expliquerait les différences spectaculaires d'espérance de vie que j'ai évoquées tout à l'heure selon les milieux sociaux? Bref, nous, ce qu'on se propose, et je vais vous donner un petit exemple parce que sinon ça fait un peu parler de manière compliquée, exprès pas dans le domaine de la santé, mais dans le domaine cardiovasculaire. Et le modèle d'analyse qu'on essaie de mettre en place, c'est de considérer que ces inégalités sociales, elles se construisent dès la petite enfance jusqu'à la fin de vie.
dès la prime enfance, à travers des processus de socialisation, de l'exposition à des de genre, évidemment, mais aussi qui renvoie à l'appartenance de classe et de race. Donc, la question de la socialisation est absolument essentielle sur la façon dont on va apprendre le rapport à la santé, le rapport à la douleur, le rapport au corps, etc., etc. Donc, il y a toute une phase de socialisation différentielle selon le genre de manière très marquée, mais aussi selon les milieux sociaux et voire selon les positions ethno-raciales. Donc, une phase de socialisation qui va d'ailleurs conduire non seulement à commencer à apprendre très tôt comment on doit interpréter la douleur, qu'est-ce que c'est que la santé, etc., et puis ensuite qui va conduire à certaines expositions qui vont marquer selon les caractéristiques sociales, à des facteurs de risque, par exemple à l'alcool, au tabac, à la prise de risque en conduisant, des choses comme ça, etc. Donc vous avez la socialisation, l'exposition à des facteurs de risque, ensuite l'apparition de pathologies par rapport auxquelles certains vont se sentir concernés, d'autres non. Ensuite, quand on se sent concerné, on accède au système de soins. Le système de soins ne va pas vous traiter de la même manière selon les caractéristiques sociales. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il y a des recommandations médicales, des connaissances médicales encore aujourd'hui qui sont produites, sont empreintes de biais de genre, de classe et de race. Et je vais donner un exemple. Une fois que vous êtes traité par le corps médical, que vous accédez au système de santé, on n'est pas traité de la même manière, on n'est pas traité de la même manière, on ne reçoit pas les mêmes examens diagnostiques et thérapeutiques, parce que les recommandations médicales qui sont enseignées sur les bancs de la faculté sont marquées par ces biais et arrivent à des absurdités. Donc, si j'ai 2 minutes, je vais donner un exemple pour qu'on comprenne bien. Prenons la question des maladies cardiovasculaires. Donc, la première cause de mortalité pour les femmes dans les pays européens et en France. En fait, les femmes, de par le diagnostic qui est là, donc les femmes, elles ont moins de maladies cardiovasculaires que les hommes, parce qu'elles fument moins, parce qu'elles boivent moins, parce qu'elles mangent moins gras, etc., etc. Mais quand elles en meurent plus. Regarde. Alors, d'où ça vient, toute cette histoire? Je reprends le schéma que j'ai essayé de vous brosser très rapidement. En fait, on se rend compte dans les travaux qu'on fait en ce moment que dès la petite enfance, on apprend aux filles et aux garçons à pas se ressentir de la même façon la douleur. C'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter sur un petit garçon qui se casse la figure de la même manière que quand c'est une petite qui se casse la figure. On va pas encourager les pleurs ou refuser les pleurs de la même manière, etc., etc. Donc, boys don't cry, je vais dire les choses rapidement. Et ben, ce rapport au corps et à la douleur qui commence dès la petite enfance et il y a une étude qui montre que quand un enfant naît, quand il a quelques heures, et ben, on apprend aux parents et aux femmes, même si c'est de plus en plus les pères ou mères, ben, à pas nettoyer l'enfant de la même manière. Enfin, les premiers soins, quand il faut lui changer sa couche, les petites filles, on va leur lever les jambes de manière très délicate, on va passer une petite lingette sur les plis, entre les jambes de manière très délicate, et les garçons, et hop, je t'attrape les 2 jambes, chac, et on ne se comporte pas de la même manière avec un nourrisson qui vient de naître en pensant si une fille ou un garçon. Bon, bref, tout ça pour dire que le rapport à la douleur n'est pas le même et au corps n'est pas le même dès la prime enfance, et ça se retrouve à toutes les étapes de la vie, ça se retrouve, j'ai dit que je ne parlerai pas de sexualité, mais quand même, entre les représentations de la sexualité, qui est quand même le fondement des inégalités femmes aussi, entre le corps machine et le corps affectif. Le corps machine, les hommes qui ont des besoins sexuels, et comme ils ont des besoins, ben, il faut qu'ils assouvissent quel que soit les besoins. On parle bien de représentation. Ah ben, totalement. On est complètement dans les représentations. On n'est pas non, on est d'accord, les hommes n'ont pas de besoins sexuels, sauf que c'est la représentation de moi. Et donc, en référence à un corps machine qui oppose au corps affectif, les femmes, quand elles, même si les garçons et les filles commencent de plus en plus leur vie sexuelle au même âge, les représentations, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Et les femmes sont beaucoup plus mues par des enjeux d'affectivité, de conjugalité. Déjà, on leur a mis dans le crâne tout de suite qu'il fallait qu'elles soient des futures épouses. Et puis les hommes, c'est pour le besoin, le plaisir, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça commence dès l'enfance, on retrouve à toutes les étapes de la vie. Et quand on se retrouve face à des symptômes d'infarctus, eh ben, on retrouve cette opposition corps machine et corps affectif. C'est-à-dire que les femmes vont beaucoup moins s'alerter. Alors, on dit, avec les faits, on dit
que les femmes ont beaucoup plus des douleurs atypiques en matière pas plus que les hommes. Atypiques par rapport au corps neutre, par rapport au masculin neutre. C'est très intéressant. Donc, le masculin neutre, on retrouve partout, dans les guidelines, les recommandations médicales de la Société européenne de cardiologie qui ont été publiées il y a 6 mois. On retrouve cette idée que les femmes elles ont des douleurs atypiques et que les hommes ils ont des vraies douleurs d'infarctus, etc., etc. Donc, bon, je ne vais pas continuer longtemps comme ça, mais du coup, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes, elles vont réagir plus tardivement que les hommes par rapport à des symptômes. Et que les médecins eux-mêmes vont réagir uniquement aux symptômes qui appartiennent au masculin neutre et pas des symptômes qui, soi-disant, seraient de l'ordre des femmes. Et on vient de terminer une analyse des recommandations médicales pour montrer que les médecins, le corps médical enjoint les professionnels de santé, les cardiologues, mais aussi les médecins généralistes, à proposer des traitements diagnostiques et thérapeutiques différents pour les hommes et pour les femmes, alors que quand on regarde dans les études, ça ne correspond à rien. Donc les médecins, les conseillers de santé sont aussi des acteurs clés, comme l'a rappelé Lana, marqués par les recommandations, etc. Bref, ensuite, elles arrivent plus tard à l'hôpital pour se faire soigner. Alors, elles vont, parce qu'on leur a appris à prendre soin des autres, elles vont s'inquiéter si leur mari a des petites douleurs, mais le mari ne va pas s'inquiéter si sa femme a des douleurs. Voilà. Donc, elles arrivent plus tard, et à l'hôpital, on ne leur prescrit pas les mêmes examens diagnostiques ni thérapeutiques. Donc, voilà, cumul d'inégalités qui vont faire qu'elles vont décéder plus, parce qu'elles seront moins bien prises en charge que les hommes. Et pour terminer sur cet exemple-là, donc vous voyez que ça s'inscrit dans une continuité, c'est ce qu'on apprend tout petit déjà, le corps, le rapport au corps, le rapport à la douleur, etc. Ça s'amplifie au fil des parcours de vie et ça crée des inégalités beaucoup plus importantes entre les femmes et les hommes. Mais je parlais d'intersexualité, donc je vais terminer par là. C'est une clé de lecture que je vous donne par simplification sur les questions de genre. Mais les maladies, elles ne sont pas distribuées aléatoirement selon l'appartenance sociale, ni selon l'appartenance financière. Et je pense que vous avez toutes et tous entendu parler d'un exemple emblématique de tout ce que je vous raconte. Une jeune femme qui a appelé le SAMU il y a quelques années et à qui on n'a pas envoyé des soins pour raison de syndrome méditerranéen, parce que la permanencière du SAMU a considéré, et l'étude détaillée de l'enregistrement montre très bien, cette femme, elle avait un fort accent qui la catégorisait comme une femme noire, d'Afrique subsaharienne, et donc la activation des stéréotypes de genre, de classe et de race, et ben cette femme, elle était, donc c'est une femme, donc elle est beaucoup moins concernée par les problèmes cardiovasculaires, parce que c'est une femme. Elle était visiblement d'une milieu social assez défavorisé. Et puis, donc, on bouge moins souvent le SAMU quand c'est dans la cour de l'Élysée qu'il y a un problème. Et puis, eh ben, les Noirs, c'est connu, hein. De toute façon, elles se flémardes, elles exagèrent. Et la pauvre femme disait, je vais mourir, ben ouais, on va tous mourir, etc., etc. Et ça, c'est reproduit quand on regarde les appels du SAMU qui sont en train de pouvoir dire que le SAMU, c'est pas bien, etc. Mais de montrer comment les stéréotypes sont activés par les professionnels de santé et qui fait que cette femme, de milieu social pas aisé, noir, s'est vu refuser l'envoi d'une ambulance de réanimation qui aurait bien évidemment pu la sauver, et que ce serait, si c'était un homme PDG blanc qui s'exprimait correctement avec un bel accent, il aurait eu directement l'arrivée du SAMU. Je prends un exemple un peu extrême, mais en même temps complètement réel, pour dire que voilà, les inégalités sociales, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles se construisent au fil de la vie, qu'elle renvoie des expositions différentielles à tout un tas de facteurs de risque, dont les conditions de travail. Et comme j'ai dit, je ne donnerai pas de chiffres, je vais en donner un dernier pour conclure. Sur le Covid, qui est aussi une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. En moyenne, dans une étude qu'on avait faite en novembre 2020, donc en plein bout de Covid, la prévalence, qu'on appelle la prévalence, c'est la fréquence de la maladie, était de 6-7% chez les femmes, à peu près au même niveau que les hommes. Alors, c'est vrai que les femmes, elles ont des métiers à risque, mais les hommes aussi, hein, je veux dire, les conducteurs de métro, etc., etc. Donc, les femmes n'étaient pas plus exposées que les hommes de par leurs conditions de travail, parce que les hommes aussi ont des conditions de travail, enfin, certains, évidemment. Voilà. Et donc, 6-7%, quand on regardait chez les aides-soignantes,
c'était 14%. On doublait la prévalence quand on passait des femmes en population générale aux femmes aides-soignantes. Et quand on regardait parmi les aides-soignants les femmes racialisées, et là, on doublait encore la prévalence. Donc, vous voyez, et tout ça, c'est pas parce qu'évidemment, ils ont la peau noire que risque d'attraper le Covid. Enfin, si, c'est parce qu'elles ont la peau noire, parce que ça renvoie à des politiques de ségrégation raciale et sociale de logement, qui fait que les personnes racisées habitent beaucoup plus souvent dans des zones de forte densité où le virus circulait davantage, dans des logements surpeuplés à cause de leurs conditions, où le virus, quand il y en a un qui l'avait chopé, circulait davantage, prenaient plus souvent le RER pour aller travailler, étaient plus souvent dans des métiers à risque comme avec les accords entre les drogues et la PHP, aide-soignante à l'hôpital, etc., etc., etc. Voilà, donc avec cet exemple-là, vous voyez que si on ne prend pas en considération tous ces éléments-là et qui renvoient aux conditions de vie, aux conditions professionnelles, ben voilà, le genre, c'est une dimension éminemment structurante des inégalités sociales de santé. C'est pas la seule, mais il faut en parler. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie Bajot. Je crois que ça nous renforce, s'il le fallait, dans la condition que la santé est politique. On reviendra là aussi sur toutes les questions que ça peut susciter autour de comment précisément les situations de domination s'imbriquent pour intervenir dans les parcours de soins, dans les trajectoires de santé. Je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement et qui est sans doute transposable à d'autres aires géographiques également. Donc, on y reviendra très vite. Pour terminer ce premier tour de table, je me tourne vers vous, Bernadette Bruguera. Vous êtes directrice de l'association Ikambéré. Jusque-là, j'ai toujours. Ikambéré signifie maison accueillante en Kinyarwanda. C'est une association que vous avez créée en 1997, c'est ça? Super. J'ai bien fait mes fiches. Vous avez une structure dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, et puis au fil du temps, vous vous êtes développé avec d'autres structures, pas très loin d'ici, je crois, et puis aussi à la campagne. Vous allez nous raconter un peu cette aventure. Vous travaillez principalement, en tout cas au départ, l'idée c'était d'accueillir des femmes migrantes pour la plupart, d'origine plutôt africaine, victimes du VIH. C'est ça? Le début de l'histoire? Le début de l'histoire, c'est accueillir des femmes avec le VIH. D'accord, très bien. Donc ça, c'était le début de l'histoire. Dans votre... j'aimerais que vous reveniez un peu là-dessus, puis j'aimerais que vous éclairiez quelque chose que vous avez écrit sur le site internet, dans la manière dont vous présentez Ikambéré. Vous dites Ikambéré est tout, donc je cite le site internet, est tout un écosystème au service de l'humain pour pallier les inégalités socio-économiques et sanitaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus comment Ikambéré essaye justement de pallier ces inégalités économiques et sociales dont on a parlé juste avant? Alors, Ikambéré, comme vous venez de l'expliquer, c'est, je traduis ça par la maison accueillante, mise en place en 1997, suite à mon mémoire à l'école des hautes études en classe sociale. Tout se croise, les femmes et les enfants d'Afrique subsaharienne vivant à l'île de France face au VIH. Et c'est vrai qu'avant d'arriver en France, j'avais des proches, des gens que je connaissais, mais voilà, avant ça, c'est sûr que le sida, c'était la maladie de l'autre. Mais quand ça vient chez vous, vous ne savez même pas ce que c'est le sida, en fait. Et maintenant, ici, quand j'ai fait ce travail, ça m'a éclairé, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. La souffrance dans laquelle se trouvent ces gens. L'isolement, surtout l'isolement. Ne pas pouvoir le dire, même quand on est entouré, même quand on est dans une famille. Une famille est aimante, hein, des gens qui sont super, mais on est seul. Et cette souffrance indicible, en fait, c'est que qu'on ne peut pas partager. Et donc,
suite à ça, je me suis dit, mais je vais créer un lieu, je veux ouvrir une petite maison où les femmes vont se rencontrer, vont pouvoir partager la parole. La plupart étaient rejetées par leur entourage. Dès que l'entourage le sait, on les rejette. Donc, ils vont pouvoir se rencontrer. Et voilà. Pour moi, c'était vraiment un lieu de rencontre. Le but, c'était de rompre l'isolement. C'était le but, le premier but de mon association, c'était ça. Mais très rapidement, on avait eu un petit local de 74 mètres carrés à Saint-Denis. Très rapidement, les femmes venaient dès le matin. Quand on ouvrait à 9 h, les femmes étaient là et partaient avec nous le soir. Il y a des femmes qui étaient au service social qui venaient de passer la journée chez nous. Donc, très rapidement, on s'est mis à faire des repas à midi, parce que ces femmes venaient rester là-bas. Le matin, elles prenaient le petit déjeuner chez nous, à midi, puis le soir, s'il y avait des restes, elles venaient. Ce qui fait que les Camerounais s'est construit avec des besoins des femmes. Donc, si on parle, par exemple, de la pyramide de Maslow, on parle d'abord des besoins physiologiques. Manger, boire. Et déjà, il faut que ces femmes trouvent de quoi en manger. Et puis après, des besoins de sécurité. Comment elles vont dormir. Et puis en même temps, il faut les protéger. Et Cameroun, c'est un lieu sécurisant. On travaille dans la bienveillance. Et ce qui nous caractérise aussi, c'est que les femmes qui viennent nous voir, elles ne sont pas en forme, vous imaginez bien, mais on les fait confiance et on les fait comprendre qu'elles peuvent se relever. Ça, c'est très important. Et donc, on travaille aussi sur l'estime de soi. On fait beaucoup d'activités, le sport, les activités de socio-esthétique. Et chaque femme doit avoir un rendez-vous individuel chez la nutritionniste pour l'accompagner au niveau de ses habitudes alimentaires. On sait très bien que les gens qui sont dans la précarité mangent mal. Souvent, c'est la banque alimentaire. Donc, on n'a pas la possibilité de varier les repas, mais on les apprend quand même à comment bien utiliser ces produits alimentaires qu'elles reçoivent. Donc, ça, c'est très important aussi pour restaurer l'estime de soi. Parce qu'à la longue, les femmes qui viennent nous voir, nous souhaitons qu'elles soient autonomes. Et évidemment, elles arrivent dans la précarité. C'est vrai qu'à la base, le Cameroun, c'était un lieu d'accueil des femmes vivant avec le VIH. Et on accueille la majorité, 95%, ce sont des femmes d'Afrique subsaharienne, ce sont des femmes noires. Alors je me suis dit, peut-être, comme les médecins nous envoient les femmes, et comme je suis noire, peut-être ils se sont dit, voilà, c'est que pour les noirs, je ne sais pas. Mais en tout cas, la majorité sont ces femmes qui sont d'Afrique subsaharienne, qui sont dans la précarité, et que notre objectif à Isabelle, c'est que ces femmes s'en sortent. Et c'est très important qu'elles aient confiance en elles, qu'elles puissent avoir l'estime de soi, qu'elles sachent qu'elles peuvent s'en sortir. L'annonce de la séropositivité renvoie une image dégradée à la personne qui reçoit cette annonce. Et donc, c'est très important de se reconstruire. Se reconstruire, c'est aussi le partage d'expériences. Et de voir que d'autres femmes, par exemple, s'en sont sorties. Et d'ailleurs, dans mon équipe, on a quelques femmes qu'on a accompagnées et finalement qui sont mes collègues. Et ça fait très important. Elles partagent leur expérience. Et moi, je trouve aussi que ce sont des personnes ici qui peuvent compter à 100%. Et donc, le fait qu'elles partagent leur expérience aux femmes qui viennent d'arriver, c'est pas moi qui leur demande, mais c'est quand elles voient que la situation nécessite le partage d'expérience, elles y vont. On ne leur demande pas de le faire, mais elles le font. Elles mettent la personne à côté en lui disant, tu vois, moi, c'est pas, je suis comme toi. Et ça, c'est très important. Et puis, Cameroun aussi, c'est répond à un besoin d'appartenance. Ça veut dire que les femmes appartiennent à un groupe de femmes africaines, d'être vivant avec le VIH. Et il y a des communautés, en fait, qui se créent là-bas. On a un groupe de mères enfants, on a un groupe de femmes âgées qui se sont appelées femmes roseaux. Mais le fait même de se retrouver à Ikabele, ça leur permet d'avoir un groupe d'appartenance. Ça, c'est très important. Et une fois que les besoins physiologiques
sécurité, estime de soi, appartenance. Tout est réuni. Maintenant, on va dans le besoin d'accomplissement, qui est vraiment notre objectif à long terme. Il faut que nos femmes puissent avoir du travail, il faut qu'elles puissent avoir un projet professionnel, il faut qu'elles puissent se réaliser. Donc ça, c'est très important pour nous, les femmes qu'on accompagne. Alors, on a beaucoup de projets. On a le côté santé parce que les femmes nous sont envoyées par les médecins. On a un projet d'éducation thérapeutique très important. On sait qu'aujourd'hui, quand on est indétectable, on ne peut pas contaminer. On travaille beaucoup sur l'adhésion au traitement. Et les femmes aussi le savent que c'est important qu'elles puissent être indétectables. Et on fait beaucoup de travail de prévention. On fait du travail dans les hôpitaux. On va rencontrer les malades qui viennent en consultation pour échanger avec eux, surtout avec elles, les femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes qu'on rencontre, mais en même temps, on rend visite aux malades hospitalisés. Il y en a de moins en moins et pas mieux. Et voilà. Et puis, il y a le santé, le social. Dans le côté social, donc, on a l'accompagnement qui est la base de notre action. On a une équipe d'assistance sociale qui évalue les besoins. Toutes les activités que nous avons mises en place, ce sont développées en fonction des besoins des femmes. Donc, on n'a rien inventé. C'est par rapport aux besoins des femmes. Et donc, chaque femme est accompagnée individuellement pour pouvoir répondre à ses besoins. Les femmes sont différentes. Elles sont toutes noires, comme moi, mais elles n'ont pas les mêmes besoins. Et chaque femme est différente. Chaque femme a sa capacité de rebondir plus que l'autre. Chaque femme a son niveau d'instruction. Chaque femme vient d'une classe sociale différente d'une autre. Et donc, tout ça, ça les différencie. Souvent, voilà, comme elle disait tout à l'heure, on a tendance à dire, les femmes africaines, ces femmes africaines n'existent pas. Comme il n'y a pas les femmes blanches, c'est pareil. Elles n'existent pas. Chacune est unique, elle est différente. Et donc, nous l'accompagnons en fonction de ses besoins, de sa capacité, de ses forces et de ses moyens, en fait, d'adhérer aussi à ce travail d'accompagnement. Voilà, donc, j'ai parlé du projet mère-enfant parce qu'on a quand même pas mal de familles monoparentales. Donc, on accompagne ces mères à bien élever les enfants dans des conditions quand même favorables à l'éducation des enfants. Les femmes reçues, les femmes âgées qui se sont mises ensemble. C'est un groupe qui s'est auto-créé en fait, parce que, surtout quand on parlait de santé sexuelle, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sujet d'actualité chez nous. Chez nous, c'est un sujet d'actualité. Donc, une femme d'un certain âge a parlé de sa sexualité et les jeunes ont commencé à se moquer d'elle. Donc, du coup, elles ont décidé, les femmes de plus de 50 ans, de se mettre ensemble pour parler de leurs problèmes. Et du coup, on a la possibilité de leur parler aussi de ménopause, de tous les problèmes liés aux femmes âgées. Et puis, en même temps, dans son côté social, on a un projet d'appartements passerelles. On a 5 appartements. Et dans chaque appartement, on a 2 places où on héberge les femmes. Donc, on a 10 places. Mais ces places sont tout le temps occupées parce que nous, on prend les femmes qui sont très malades et qui ne peuvent pas aller au 115 et on les sort pour les logements définitifs. Donc, entre le moment où on les fait entrer et le moment où on les fait sortir, il faut qu'elles aient trouvé un travail. Donc, tout ça, ça met plus de 2 ans. Alors que normalement, le contrat, pour nous, c'est 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans. Et souvent, on dépasse les 2 années. Donc, après, on a aussi un projet d'insertion professionnelle. Donc, on s'occupe de nous, de la femme dans sa globalité. On ne s'occupe pas d'une partie, c'est sa globalité et logement. Les assistantes sociales passent beaucoup de temps à chercher les hébergements, le repas, et on donne des périodes alimentaires 1 fois les 2 semaines. On s'occupe vraiment de la femme dans sa globalité. Super, merci beaucoup pour cette présentation des activités que vous menez et des structures que vous avez mis en place qui répondent partiellement à la question de quel type d'approche, quel type d'activité on peut développer pour lutter contre les inégalités sociales, l'accès à la santé
C'était très intéressant. Et quand je vous écoutais, je me disais, ah, mais en fait, ça fait écho à de multiples approches développées par les penseuses, les savoirs féministes. L'importance du collectif que vous avez illustré à plein de moments, le fait qu'à un moment donné, la mise en commun d'une parole et puis le fait de solidariser des actions, et bien ça participe à un chemin d'émancipation. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant dans ce que vous racontez. La question de la valorisation des savoirs expérientiels, comment dans le parcours des femmes que vous accompagnez, vous valorisez aussi ce savoir-là. Vous aviez évoqué, il me semble, Ilana Lévy tout à l'heure, l'importance justement de reconnaître le savoir des femmes, en tout cas dans tout mouvement féministe et dans le rapport à la santé. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Ce que vous défendez, c'est aussi une approche holistique de la santé qui n'est pas évidemment que biomédicale, mais vous montrez bien les liens entre les différents secteurs qui peuvent, comme évidemment l'accès à la nourriture, mais aussi au logement, au travail, tout ça, ce qui vient impacter la question de comment on peut prendre soin de nos corps. Je crois que c'est aussi en écho avec tout ce que vous avez dit, Nathalie Bajos. Le lien entre le psychisme et la santé, c'est aussi quand même une revendication du mouvement féministe. Et puis, vous l'avez très bien dit, la question de l'intersectionnalité, il n'y a pas, et puis le fait de se méfier des approches socialistes. Bon, voilà, vous avez illustré tout ça, et c'était vraiment très intéressant de voir comment concrètement, dans une action, tous ces principes peuvent se mettre en mouvement et créer une action qui fait sens justement pour prendre en charge ou pour lutter contre les inégalités sociales. Merci beaucoup. Je crois qu'à cette heure-ci de la soirée, je voulais bien sûr, juste deux petites choses. La première chose que je peux ajouter, c'est qu'à côté du cabinet à Saint-Denis, nous avons mis en place aussi un lieu ici à côté à Ivry pour nous occuper des femmes vivant avec une maladie chronique, obésité, hypertension et diabète. Et ce sont des femmes aussi qui sont dans la précarité pour la plupart. En même temps, nous avons dans le 95 une maison de vacances. Et donc, nos femmes, comme elles sont dans la précarité, et souvent les conditions de vie ne sont pas très bien, on fait des groupes de 6 femmes et du mardi à samedi, on les amène dans cette maison où elles vont passer toute la semaine en faisant des activités. Il y a une cuisinière. Elle, en fait, c'est vraiment pour s'occuper d'elle-même. C'est un moment pour elle. Et c'est très important. C'est pas de côté qui les fait régler. Et elles ont le temps de ne penser à rien, de ne pas se demander où est-ce qu'elles vont dormir ce soir. Au moins, pendant une semaine, elles sont bien nourries, bien logées, elles sont très, très bien. Autre chose que je voulais dire, on a parlé beaucoup d'inégalité, je pense que la femme africaine vit dans l'inégalité dès la naissance, dès sa naissance, et avec beaucoup de violence. L'excision, c'est une violence inouïe. Après, les petites filles, actuellement, on est en train de faire à Icambéré une étude sur les violences faites aux femmes qui viennent nous voir, mais qu'on entend, c'est pas des choses qu'on peut entendre. Des jeunes. Pardon, j'imagine que les femmes africaines qui sont à Icambéré, pour beaucoup, ont un parcours migratoire et qu'en partie, les violences aussi ont été connues, exercées dans le cadre de ce parcours migratoire, probablement. C'est déjà dans les familles, au pays d'origine déjà, et même des petites filles qui sont violées par des membres de la famille. Et quand l'enfant commence à parler, c'est de sa faute. Ce n'est jamais la faute de l'adulte qui a abusé de l'enfant, c'est elle, c'est toi qu'il faut voir, on l'insulte, on la maltraite. C'est elle qui devient fautive en fait.
Cet enjeu et ce lien entre la question de l'inceste et plus largement des dominations patriarcales, je pense, de la domination patriarcale, là on peut utiliser ce mot, c'était quelque chose d'important et effectivement, il y a beaucoup de structures partout dans le monde, y compris sur le continent africain, qui commencent à essayer de faire des liens entre les différents combats et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, il y a au pays et dans le parcours aussi, au niveau du voyage, la prison, les viols collectifs, les menaces de mort, c'est le parcours, c'est même pas des combattants, je ne sais pas comment décrire ce parcours où on passe dans l'eau, où on doit rentrer les morts, on voit les gens qui sont replongés dans l'eau. Ça veut dire que quand elles arrivent ici, elles sont psychologiquement abîmées. Et donc, il faut tout reconstruire pour que la personne, enfant, puisse passer à l'autonomie. Est-ce qu'il faut travailler sur le côté psychologique, lui faire comprendre que c'est une personne, et ça va prendre du temps aussi. Voilà. Sans parler de la régularisation administrative. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à peut-être souligner par les grands professeurs à côté de moi. Là. C'est une violence, c'est une inégalité aussi. Et Nathalie a souligné aussi cette histoire de relations sexuelles avec une personne qui en a droit et l'autre qui subit. Et du coup, les femmes, on a fait un travail à Ikabele parce qu'on s'est rendu compte que les femmes avaient souvent des problèmes gynécologiques. Et ces problèmes aussi étaient dus au fait qu'elles introduisent des objets dans leur corps pour que le corps soit bien, puisse plaire aux messieurs. Et donc, ça fragilité beaucoup les mutuelles. Et donc, d'ailleurs, on a sorti un livre de ces pratiques à risque. On sort souvent des petits documents pour partager notre expérience. On a sorti le livre des pratiques à risque. Mère enfant, femme réseau, et puis on a le livre des Canadiens de début à écrit. En même temps, on partage notre expérience, on forme les professionnels de santé sur la prise en charge des femmes vivant avec le VIH. En même temps, comment aborder cette question de sexualité. Donc, nous avons mis en place un jeu de cartes, 8 cartes, où on utilise en fait pour former les professionnels de santé pour qu'ils puissent aborder la santé sexuelle des femmes migrantes. Et je pense que j'ai fait le tour. Bien, j'ai remonté en tout cas. Je pense que vous n'avez tellement pas fait le tour de votre expérience, mais je pense que ces missions impossibles ce soir. Mais en tout cas, merci. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Et j'étais très heureuse de vous découvrir parce que je ne vous connaissais pas. Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble. C'est le soir des rencontres. Eh bien oui, je pense qu'on va continuer ce dialogue. Et très vite. J'aimerais revenir sur votre dernière intervention qui dit la question de la santé et de la violence. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Je crois que c'est quand même quelque chose de fondamental, notamment quand on parle de féminisme et santé, c'est-à-dire que le contrôle exercé sur le corps des femmes, notamment et à travers le contrôle sur le corps des femmes, le contrôle de leur sexualité, de leur fécondité, est quand même un enjeu majeur quand on parle de féminisme et santé. Donc, même si je sais qu'on élargit ce soir, que l'idée n'est pas de revenir sur ce terrain qui nous occupe beaucoup, il n'empêche que je vous invite, si vous avez des questions dans la salle autour de ça, sur la question des violences, à y revenir, car c'est fondamental. Oui. Je voudrais juste préciser, c'est évidemment que c'est un enjeu absolument essentiel et majeur, et par rapport à ce que disait Bernadette, dans l'étude parcours qui a été faite avec Annabelle, d'abord, c'est pas que nous, on fait la recherche avec vous, et c'est comme ça qu'on fait la bonne recherche. Hein. C'est ensemble, on ne fait pas de la bonne recherche. Mais qui montrait aussi que ces femmes qui ont des parcours migratoires, quand elles arrivent en France, c'est les conditions de précarité économique et sociale dans lesquelles elles se trouvent qui favorisent l'exposition des violences sexuelles. Pour autant, un autre résultat que je trouve très important et très intéressant, c'est que les violences sexuelles touchent tous les milieux sociaux. Et c'est vraiment, alors qu'il y a des tas de questions qui sont vraiment
suivent un gradient social très marqué. La question de violence, des agressions sexuelles et des violences sexuelles concerne tous les milieux sociaux. Et en fait, la clé d'interprétation, c'est la force de la domination masculine, la force du patriarcat qui supplante les appartenances sociales et les appartenances raciales. Et voilà, donc on retrouve des violences sexuelles dans tous les milieux sociaux. Et pour ne pas être mal interprété par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, les femmes, ça n'existe pas. Bien sûr que si, parce qu'on partage une condition, enfin, les femmes partagent une condition, ne serait-ce que par ce rapport patriarcal, cette domination masculine extrêmement structurante, les femmes vivent l'expérience d'être, et ça remonte à la vie des temps, bien comme le rappelait Ilana tout à l'heure, partagent cette expérience de faire partie d'un groupe social qui est dominé. Et c'est pas juste que l'idée, c'était pas de nier l'importance de la domination masculine bien relayée à cette idée, hein. C'était d'articuler à d'autres formes de domination. Voilà, juste pour la question de violence. Seulement pour compléter ce que dit Nathalie, ce que vous avez dit, ce qui est très fascinant, c'est la question de l'intersectionnalité. Disons, pour l'historien, le sociologue qui regarde, c'est un peu la question de ce qu'on appelle l'incorporation de diverses discriminations. Donc, la discrimination, disons, liée au sexe et de la masculine, c'est un des éléments. Et moi, j'aime bien l'embodiment, l'incorporation de tout ça. Le corps répond à toutes les choses qu'on a. Il a subi. Il y a cette notion d'un sociologue américain qui parlait de ce qu'on appelle usure, comment on pourrait dire, c'est le problème de l'accumulation de diverses choses qui apparaissent dans la vie. Il dit que les corps des gens qui sont subis multiples agressions physiques et psychologiques ont plus d'usure de corps, y compris de manière physique. Ça veut dire que finalement, tout ça, ça accumule, ce weathering, on appelle ça. C'est comme les choses qui sont subies éléments. Ce qui veut dire que ça peut être des agressions physiques, mais ça peut être une agression symbolique, comme le racisme dans l'espace public. Et une des choses, il n'y a pas de race, évidemment, mais le racisme se porte bien, merci. Donc, effectivement, tout ça, c'est le weathering, c'est une mesure par les corps, cumulativement créer des corps différents. Ce qui explique évidemment toutes ces différences qui a parlé Nathalie, et comme Bernadette montre, après, le travail de tenter de reconstituer et de restituer ces corps qui sont usés. Et on est en pleine habitude. Alors, j'espère que les personnes qui sont dans d'autres pays auront compris qu'il se passe quelque chose en France et que peu de gens sont d'accord avec ce qui se passe. On est d'accord. Donc, tout à fait, c'est intéressant et ça renvoie aussi, parce que quand on parle effectivement de santé, on regarde tout de suite les indicateurs de mortalité, mais la mortalité nous en dit souvent plus, parce que la question c'est la santé, dans quel état, enfin, vivre dans quel état. Et c'est quand même ça que ça pose. Je crois qu'Ilana, vous voulez dire quelque chose. Ah, bien sûr. Et préparez-vous en ligne. Préparez-vous en ligne et dans la salle pour des questions. Alors, seulement pour qu'on parle d'actualité, moi je travaille aussi avec des collègues en Grande-Bretagne, à King's College, y compris dans le département de gérontologie, etc., qui travaillent beaucoup. Et ils ont fait alors, en Grande-Bretagne, c'est une formation pour compléter celle de Nathalie connaît peut-être ce travail. En Grande-Bretagne, a brutalement augmenté l'âge de retraite des femmes. C'était 60, et en quelques années, ils l'ont monté à 67. Ce qui est quand même quelque chose. Ils n'ont pas fait de manifestation pour la réversité.
Donc, il y avait des collègues qui ont travaillé sociologues, qui ont travaillé, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Et ils ont dit que quel était le gain de l'hôpital, particulièrement comme chez nous d'ailleurs, les femmes qui ont le plus souffert de ça, ce sont les femmes dont le métier est le plus fatigant, le plus usant, les plus celles qui ont dit le temps, les femmes qui ne sont pas blanches, souvent, etc., etc. Et ils ont fait une recherche très détaillée. Qu'est-ce qui s'est passé à la femme? Il y avait une détérioration extrêmement marquée de santé de ces femmes. Ça veut dire le passage, ils ont montré ce que le passage d'âge de retraite à 67 ans, soi-disant, c'était formidable pour l'État parce qu'ils ont gagné le salaire de ces femmes. C'était pas du tout formidable parce que la santé de ces femmes se dégradait aussi. Donc, d'autres femmes, leur capacité, nous médicons, donc, leur capacité de s'occuper des autres se sont dégradées énormément, notamment dans le domaine de santé mentale. Ça, c'est peut-être une information que manquait à certains de nos gouvernants. Eh bien, voilà un élément de plus, n'hésitez pas à tout. Alors, je me retourne vers vous, en ligne et dans la salle. Et peut-être, pour commencer par les étudiants de visite, est-ce que vous voulez partager avec nous quelques questions? C'est des jeunes étudiants qui ont apporté leur collaboration précieuse à l'organisation de cet événement. C'est l'Institut supérieur de l'adaptation. D'accord, merci. Alors, peut-être que vous voulez poser des questions. On commence par vous. On vous donne la parole, et puis après, on peut circuler dans la salle. Bonjour. Déjà, merci beaucoup à vous trois d'être venus pour partager vos connaissances et discuter avec nous sur un sujet aussi important que celui sur lequel on a discuté ce soir. On avait une question assez générale à vous poser à vous trois au niveau des disponibilités de financement sur des recherches et des actions sur le sujet particulier qui est les inégalités de genre face à la santé, face au traitement dans le milieu médical. On voulait un peu vous laisser la parole pour vous permettre de partager vos expériences, les potentielles difficultés face au financement global de la recherche sous le prisme féministe et aussi dans la construction de votre association, si vous avez eu des difficultés spécifiques. Largement. Je vous propose qu'on prenne peut-être 3-4 questions, et puis comme ça, vous pouvez vous prendre la parole. Qui d'autre veut poser des questions? Et ce que je vous propose aussi, c'est en ligne, si vous êtes encore avec nous, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Et Marion, peut-être tu nous les relèveras? On a beaucoup parlé d'intersectionnalité et d'accumulation de discrimination selon les catégories femmes. Aucune des trois n'a parlé des cas spécifiques des femmes en situation de handicap et notamment handicap mental. C'est un vaste sujet et au niveau de la recherche, au niveau des sujets de recherche, est-ce que ce public spécifique est pris en compte aussi parce que il y a des situations spécifiques, quoi. Ne serait-ce que sur, on parle de à qui appartient le corps des femmes de façon globale, mais les jeunes filles handicapées, on veut toutes les mettre sous pilule parce que c'est quasiment normal qu'elles vont se faire sauter par n'importe qui, impunément, quoi. Et donc ça, c'est une question qui est très peu abordée et vous, en tant que chercheuse, et peut-être aussi vous, dans les publics que vous avez, il y a peut-être aussi des femmes en situation de handicap, et ça rajoute aussi, c'est encore une question ça, peut-être spécifique. Voilà. Donc, quelques mots là-dessus, si on a le temps. Merci beaucoup pour l'intervention. Je me demandais justement, il y a une prise de conscience progressive sur intégrer le genre, intégrer cette perspective intersectionnelle. Quelle idée que vous avez décidé que vous faisiez aussi des interventions
auprès de professionnels de santé. Ma question, c'était plus comment, dans les politiques publiques, dans les projets aujourd'hui, intégrer cette approche de genre, intégrer cette approche aussi intersectionnelle. Comment, quels leviers, quels outils, et est-ce que vous voyez des perspectives à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des nouvelles approches qui se créent? Merci. Peut-être une question en ligne avant d'avoir une première série de réponses. Merci beaucoup. Alors, c'est une question de Dr Dominique. Quels sont les points clés à retenir dans les thématiques genre et santé? C'est donc une question très large, mais peut-être sortir quelques points importants à retenir pour des médecins. Si c'est une question qui est posée par quelqu'un qui est dans le domaine de la santé. Je vous propose qu'on commence à répondre à cette série de questions, si ça vous va. On a les 4. Qui souhaite prendre la parole par exemple sur la question de l'argent? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour ces enjeux fondamentaux? Ça va être très rapide. La recherche est un secteur qui est totalement négligé politiquement. Non, évidemment, voilà. C'est pas spécifique à ces questions-là, même s'il y a une petite prime à travailler sur le genre, parce que ça fait politiquement correct de parler des inégalités femmes-hommes. Après, la question, c'est comment on en parle. Mais donc, je dirais presque une petite prime à travailler sur le genre, mais de toute façon, la recherche, c'est bien. C'est juste pour ajouter, effectivement, on est tous d'accord. Ça veut dire tout ce qu'on est dans la recherche. La France consacre moins d'argent pour la recherche que la plupart des pays européens. On est tous dans la misère. Sciences sociales, c'est le parent pauvre de la recherche qui est déjà pas très bien doté. Je suis d'accord avec Nathalie qu'il y a peut-être un certain organisme dont le prix sur le genre est beaucoup moins. D'ailleurs, je pense que le racisme est dans le sens. Mais par contre, moi, j'avais encore récemment des difficultés, mais ça, c'est des collègues médecins. Donc, c'est le fait particulier de collaboration de faculté de médecine, où on m'a dit, on m'a proposé de faire quelque chose sur le femmes. J'ai dit, ah oui, je vais le faire dans la perspective de genre. On a dit, mais non, on n'aime pas la perspective de genre, on aime la perspective femme. Continuer, parce que ça permet de répondre en même temps à la dernière question. C'est qu'il y a une petite prime pour le genre, mais alors il y a une grande chasse aux chercheuses et aux chercheurs pour l'intersectionnalité, de la part, il faut le rappeler quand même, de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, de la part du président de la République, qui m'appelle à nettoyer les universités, les établissements de recherche, des gens qui font l'intersectionnalité, qui mettent en menace ça porte atteinte à la féminité, etc. Donc, le genre, oui, parce qu'on parle à la Marlène Schiappa de femme d'homme. Je voudrais voir. C'est bien, ça fait bien dans les. Voilà, c'est bon ton d'en parler. Mais en revanche, dès qu'on interroge les questions des rapports de classe, on est un peu à pied. Alors, les rapports de race, là, on est carrément, islamo-gauchiste. Voilà. Donc, non, mais je veux dire, on est quand même, dans la recherche, on est attaqué quand on travaille sur ces questions-là. Voilà, on est attaqué. En France. Donc, voilà. Donc, les politiques publiques intersectionnelles doivent, non. Voilà. C'est le genre, oui. Mais tant que ça ne touche pas au fondement politique des inégalités femmes, voilà, des inégalités de genre, il faut rester. On peut parler des stéréotypes de blanc, c'est pas très bien de dire oui, il faut arrêter de faire des machines à laver. Mais voilà, on va pas plus loin parce que dès que ça touche la dimension politique, les enjeux d'inégalité économique, d'inégalité raciale, etc., là, ça s'arrête. Donc, j'ai répondu comme ça, on a répondu à la 1 et à la 4. Et à la 3. À la 3. Alors, si le financement de l'association peut être financé par l'État et par les privés, c'est presque 50-50. Voilà, après, je ne peux pas dire que c'est facile d'avoir des financements. Je peux avouer qu'avant, quand j'étais toute seule, quand je n'avais pas une équipe adjointe qui n'est pas aussi mal que moi, j'avais du mal à mobiliser, mais
dit que j'ai écouté des personnes moins noires, je mobilise beaucoup plus. Voilà. Concernant la question des femmes en situation de handicap, on a une femme qui vient en chaise, on s'en occupe et évidemment on veut à ce qu'elle soit bien accueillie, qu'on fait plus attention à elle, mais tout est cadré, elle est déjà accompagnée, elle est déjà suivie. Mais voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, à part on fait attention à elle, par exemple, quand on fait le service, on coupe la viande, s'il y a des choses à couper, on coupe ça. Donc, on fait plus attention à elle. Voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et peut-être compléter sur ce que tu viens de dire sur les femmes handicapées en situation de handicap. C'est pour dire que, en fait, c'est une excellente question. Merci de l'avoir. Toutes les questions sont excellentes. Merci d'avoir insisté sur cette catégorie-là, parce qu'en fait, c'est aussi un rapport social de domination. Hein. Donc, j'ai parlé essentiellement de genre, de classe et de race, mais on peut intégrer tout à fait d'autres rapports sociaux de domination, dont celui qui renvoie à l'état de situation de handicap. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait une parenthèse dans ma carrière de chercheuse pour aller travailler pendant 3 ans chez le défenseur des droits, et on avait produit un rapport sur la situation de l'emploi des femmes en situation de handicap et qui montrait qu'effectivement, elles étaient en tant que femmes, enfin, appartenant au groupe social des femmes et appartenant au groupe social des personnes en situation de handicap, qu'elles étaient dans une perspective intersectionnelle justement beaucoup plus discriminées dans l'accès à l'emploi que les autres. Et évidemment, revenir sur la nécessaire articulation des différents éléments pour comprendre les situations de discrimination. On est vraiment dans un exemple entre guillemets paradigmatique du cumul des avantages sociaux, de l'exposition à des discriminations, et aussi qui renvoie dans le domaine de la sexualité. Alors, il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur la question de la sexualité des personnes en situation de handicap et qui renvoient aussi à toute une série de stéréotypes de la bête, qui remonte à il y a fort longtemps, sur une sexualité totalement non maîtrisée de ces femmes en situation de handicap, qui en plus heurte complètement les représentations dominantes de la sexualité des femmes qui doivent être pensées sur le registre de l'affectivité et de la conjugalité, parce que ces femmes-là, effectivement, surtout pour les personnes en situation de handicap mental, il ne faut surtout pas qu'elles se produisent. Donc, voilà, c'est vraiment un exemple très, très parlant de tous les enjeux dont on parle de l'éducation. Je peux rajouter, parce que Nathalie connaît ça bien, pendant l'épidémie de Covid, il y avait une surmortalité impressionnante. Je ne sais pas si des personnes en situation de handicap, particulièrement des personnes en situation de handicap, de difficultés intellectuelles et des personnes avec des maladies mentales. Les statistiques sont effrayantes. Alors, peut-être avant de prendre une autre série de questions, je vous propose d'éclairer peut-être davantage la question 3 et d'aborder la question 4, qui me semble être toutes les deux en rapport avec qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec les médecins, le corps médical, les étudiants en médecine, dans une dynamique peut-être plus large de politique publique, mais aussi peut-être pour leur donner accès, c'est la question 4, à quelques points d'attention particuliers. J'ai l'impression que au bout du Zoom, il y avait un médecin qui disait très bien genre et santé, ok, moi je suis bonne volonté, mais à quoi je dois être attentif ou attentive en particulier. Donc sur la question sciences médicales, pratique médicale et genre, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les choses bougent au niveau public, au niveau formatique, au niveau prise de conscience du corps médical, etc. Et qu'est-ce qu'on peut identifier comme point clé pour des médecins qui seraient de bonne volonté? Non. Ce que j'allais dire, c'est que juste si on pouvait les intégrer dans la recherche. Parce que, par exemple, pour les traitements du VIH, au début, les recherches étaient faites sur les homosexuels.
sur les hommes en couple. Et les femmes, non. Et ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est quand même difficile qu'un homme et une femme puissent avoir une même pathologie et que on puisse soigner plus le monsieur que la femme. C'est pas possible, ça. Donc, je pense qu'il faut peut-être prendre conscience que si un homme et une femme sont malades, ont la même maladie, il faut bien les traiter de la même manière. Donc, prévoyez pour intégrer les femmes dans la recherche. Voilà, c'est ça. OK. Tout à fait d'accord. Et alors, c'est difficile en 2 mots d'expliquer comment intégrer dans le cadre d'une consultation, etc. Mais en tout cas, c'est peut-être des recommandations évidentes, c'est d'écouter, d'essayer de se défaire des stéréotypes qu'on peut avoir. On prend l'exemple des maladies cardiovasculaires, d'écouter ce que les femmes ont à dire, de comprendre que l'expression des symptômes par les personnes renvoie à des logiques de socialisation qui sont très différentes selon les genres. Dès la prime enfance, donc bien avoir ça en tête. Évidemment, il faudrait intégrer ces questions d'égalité. Je crois que c'est monsieur l'adjoint à la santé pardon, Wilfried, j'ai oublié votre nom. Détourné, d'accord. Non, mais pour dire que on est quand même si on en parle un peu plus dans les études de santé, parce qu'il n'y a pas que les médecins, d'ailleurs, il y a aussi les sages-femmes, les pharmaciens, etc., etc. On est quand même un monde encore à... c'est hallucinant la façon dont on tient compte de la dimension sociale des éléments de santé. Et puis pour vous, parce qu'il nous a demandé de revenir sur le point des politiques, moi je dirais que la meilleure façon de lutter contre les inégalités sociales de santé, c'est de lutter contre les inégalités sociales en général, d'accès à l'éducation, d'accès au travail, etc., etc. La santé, encore une fois, c'est un révélateur de ce qui se dit dans le domaine. Donc, la lutte contre les inégalités, ça ne doit pas être un gros mot, ça doit être la base de n'importe quelle politique. Voilà, on est tous d'accord. Non, mais je voulais dire quand même que, puisqu'on posait la question, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben, je pense que, par exemple, nous, on travaille maintenant sur un projet avec l'université des patients de la Sorbonne, de Catherine Auguste-Tourguet, qui a un groupe qui travaille sur ce qu'on appelle l'université des patients, de former les patients d'être participants actifs dans les projets de recherche, dans les projets de formation de médecine. C'est d'ailleurs une tradition des mouvements de santé des femmes des années 1970. On a commencé à faire ça dans certains lieux, notamment aux États-Unis, de former les groupes de femmes de travailler avec les étudiants en médecine pour essayer de leur expliquer qu'est-ce que les femmes ou d'ailleurs, c'est particulièrement important pour le groupe de femmes minoritaires, de femmes noires aux États-Unis, explique un peu aux étudiants en médecine quels sont leurs vrais problèmes. Alors maintenant, ici, ça se fait avec, à ma connaissance, cette unique expérience, mais qui est très intéressante, de l'université des patients de la Sorbonne. Donc, deuxième chose, bon, je vais répondre, bon, peut-être un peu, mais orienter un peu l'étude de sciences sociales dans la fac de médecine, elle ne fait pas vraiment le 5e route de la carence, des choses superficielles, mais de donner de vraies possibilités aux étudiants de médecine, aux jeunes médecins de se former, réfléchir aux sciences sociales. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y avait une expérience intéressante, mais c'est parce qu'elle existe toujours, de donner aux certains étudiants en médecine la possibilité d'arrêter leurs études pendant une année ou deux, faire une formation, une vraie formation de sciences sociales et après revenir pour former d'une certaine manière professionnels de santé bilingues. Ça veut dire que bilingues dans le sens qu'ils connaissent la langue des sciences sociales et la langue de médecine pour peut-être servir comme médiateur. Merci beaucoup pour avoir insisté sur la question de la formation qui me semble être quand même une question fondamentale. À la fois en parcours initial, tout le monde appelle à ce que les sciences sociales s'inclusent le plus dans les parcours de formation des médecins, où les choses bougent a priori, mais doucement, très doucement. Et puis la formation tout au long de l'exercice de la médecine, et ça, il y a quand même de plus en plus de choses qui existent.
Et vous-même, à Ypres, vous êtes aussi dans une proposition de formation des personnels médicaux. Et donc, je pense que c'est ce genre de démarche volontariste de la part de médecins d'aller vers aussi les praticiennes, les chercheuses pour apprendre, pour se questionner et pour peut-être remettre en cause un certain nombre de fondamentaux. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière série de 3 questions? 3 questions. Marion, tu veux te faire peut-être le... Ouais, le public Zoom. D'accord. Alors, c'est encore sur les pistes d'amélioration. Y a-t-il des mesures politiques prises en France pour améliorer la diversité d'origine sociale parmi les médecins? J'exerce en Belgique et les auditoires comprennent encore une majorité de personnes blanches issues de classes bourgeoises, favorisant une connivence de classe et des inégalités dans la prise en charge médicale. Auriez-vous des pistes à proposer? Bien, merci beaucoup pour cette question. Est-ce que dans la salle, il y a une ou 2 autres questions? Non? Pas d'autres questions? Alors moi, j'en aurais une. J'aimerais, quand ça me permet, j'aimerais revenir sur cette notion de violence, encore une fois, et peut-être de vous demander comment, qu'est-ce qui est, ces dernières années, peut-être la manière la plus prometteuse d'envisager cette question fondamentale de la violence faite au corps des femmes au niveau de la recherche. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de recherche? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont peut-être davantage exploitables que d'autres au niveau de la posture par rapport à cette question, mais aussi peut-être d'actions concrètes? Comment cette question de la violence faite au corps des femmes, notamment, et de certaines femmes en particulier, peut être éclairée peut-être par des approches qui vous paraissent particulièrement intéressantes? On y va pour les réponses? Vous êtes inspirés? Oui. Je vais commencer. Sur la première question, là, sur les enjeux de reproduction sociale, c'est une excellente question, hein, parce que c'est un cercle non pas vertueux, mais vicieux qui se reproduit. Je dirais que ça ne concerne pas que les études médicales, c'est la question des inégalités sociales dans le domaine de la scolarité. Ça commence dès la prime enfance et que, encore une fois, la santé, ce qui se passe dans le domaine de la santé, c'est ce qui se passe aussi dans d'autres domaines, et que la clé, c'est un système d'éducation qui soit vraiment égalitaire, quoi. Et voilà, on voit encore une dimension éminemment politique pour lutter vraiment contre les inégalités sociales dans l'accès à la scolarité et aux études, même s'il y a des petits progrès qui sont faits, enfin, ça reste quand même la question de l'éducation, c'est tellement majeur dans la reproduction des inégalités qu'effectivement, il y a qu'à aller se promener j'avais un rendez-vous avec des médecins avec qui on travaille là, dans un grand hôpital parisien dont je tairai le nom, mais un grand hôpital parisien hyper connu, voilà, hyper bien. Non, je n'avais pas le à l'arrondissement et je me suis perdue dans c'est une anecdote, ça date de ce matin, je me suis perdue dans les couloirs et j'arrive dans un service de médecine interne, donc c'est le top de la médecine, hein, les internistes. Et ben c'était, je ne donnerai pas les noms de famille, je donnerai juste les prénoms. Le professeur Jacques le professeur Édouard et le professeur Jean-Benoît voilà. Et ben voilà, et après j'ai posé des questions de savoir s'il y avait des professeurs noirs dans cet hôpital. Ben il y en a un. Voilà. Dans un domaine de la chirurgie digestive, parce que c'est la discipline moins noble et moins intellectuelle. Bon, voilà, ce que monsieur décrit, c'est finalement l'arrivée, voilà, le parcours d'arrivée sur. Voilà, donc c'est un enjeu très important de justice sociale et aussi de reproduction, parce que c'est vrai que c'est les hommes blancs hétérosexuels qui parlent des hommes blancs hétérosexuels. Et donc, à sa question, est-ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant en France depuis vos yeux? Alors, ce qui se passe, c'est quand même les gens sont sensibilisés à ces questions-là, en tout cas sur les inégalités paraciales et les inégalités de genre.
dans les postes à responsabilité, c'est une loi qui ont été prises, qui ont été votées pour augmenter la parité, mais on voit bien que ça suffit pas du tout, quoi. Ça suffit pas. Enfin, il y a un champ qui est énorme, et encore une fois, pas que sur les questions de genre, mais aussi sur les questions de race, et puis sur la question des inégalités sociales de classe, quoi. C'est-à-dire qu'un gamin de fille n'a pas du tout la même probabilité. Voilà, c'est encore un sujet évidemment critique. Et sur l'autre question qui était sur laquelle j'avais dit sur les violences, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce qu'il y a assez de recherche? Je ne vais pas dire qu'il y a assez de recherche, on a jamais assez de recherche, c'est tellement compliqué. Il y en a beaucoup. On est en train de faire une grande enquête en ce moment sur les sexualités et la santé sexuelle en France, métropole et partie de Guyane en Réunion. 40 000 personnes ont traité de plein de questions de sexualité, de violence, de consentement, mais aussi sur les questions de violence. Donc, il y a quand même pas mal de matériaux de recherche et de gens compétents sur ces sujets-là. Moi, j'ai envie de dire que, je ne sais pas, 2 idées, mais c'est sûrement pas tout, hein. Mais la question des stéréotypes de genre sur la sexualité à l'école, dès les tout petits, et quand on voit, quand Madame Vallaud-Belkacem a essayé de faire quelque chose de bordel que ça a été, enfin bon, voilà, qu'on fasse de l'éducation à la sexualité, une vraie éducation à la sexualité, comme c'est prévu par la loi, mais c'est pas appliqué, donc il y a une défaillance du gouvernement de ne pas mettre en œuvre des ministères de l'éducation nationale, de ne pas mettre en œuvre une loi de la République. Voilà. On apprenne à travailler sur la question de l'éducation à la sexualité. C'est pas le monsieur, il a un zizi, puis au bout, il y a des spermatozoïdes qui sortent, et la madame, elle a ça. C'est parler de questions d'égalité des sexes, égalité des genres, égalité des sexualités, de parler de ce stéréotype qui a la peau dure, qui est celui comme quoi les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes. Alors, j'ai pas le temps là, mais en 1000 phrases quand même, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, ce stéréotype, les hommes ont par nature plus de besoins sexuels que les femmes. En fait, on montre dans des analyses approfondies qu'il est extrêmement violent parce qu'il permet de donner sens aux inégalités sociales qui se vivent dans les autres sphères de la société pour justifier que les femmes et les hommes, fondamentalement, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, c'est résumé en une phrase 2 ans de recherche. Dans lutter contre ces stéréotypes-là, il faut faire de la vraie éducation à la sexualité dès la plus enfance. La sexualité, c'est un sujet politique et ça doit être traité à l'école et pas que dans les familles. Donc, et pas par des médecins, c'est pas un sujet médical, la sexualité. Il faut que ce soit traité par des professionnels, comme les gens comme Bernadette et d'autres personnes. Voilà, traiter ça, et puis aussi en disant que les femmes qui vont porter plainte, on les écoute, que les hommes soient enfin, voilà, il y a un enjeu majeur d'accès. Et juste, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que les grandes études qui ont permis de visibiliser cette question des violences, de la quantifier, de l'analyser, ont été déterminantes? Je pense notamment à nos collègues d'autres pays qui nous écoutent et dans lesquels ce type d'études n'existe pas. Est-ce que vous pensez que c'est quand même quelque chose d'extrêmement utile de visibiliser les violences et de c'est fondamental de visibiliser un phénomène parce que ça. Alors, le quantitatif, c'est pas tout, hein, il faut que ce soit porté par des analyses qualitatives, d'observation, anthropologique, historique, etc., parce que sinon on ne comprend rien, mais des données. Il se trouve que j'ai fait l'enquête sur les abus sexuels dans l'église, là où ça a bien montré que boum, 200 000 personnes victimes, parce qu'au moins, ça se coupe au côté. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas plus de 20% des femmes d'une génération qui sont confrontées à des violences sexuelles. Là, si, ça vous casse le fond, c'est comme ça. Donc, c'est important d'avoir. Et l'OMS, on a un groupe de travail au niveau de l'Organisation mondiale de la santé avec un protocole d'enquête sur les questions de sexualité et santé sexuelle. Et on a un volet sur les violences. Donc, normalement, il y a plein de pays qui sont en train de faire des enquêtes sur ce sujet-là. Bonne nouvelle. Ouais. Oui, je voulais répondre rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, pour la question des violences, je suis absolument d'accord que c'est fondamentalement de les visualiser les personnes tout le temps, mais je crains que dans certains domaines, c'est un peu comme quand je partais sur le retrouver. On a fait ces enquêtes et puis on fait visualiser certaines choses, comme par exemple
les problèmes de lien entre stress post-traumatique, violence, notamment violence sexuelle de femmes, mouvement, et les problèmes d'handicap, de violence, les problèmes de racisme et violence. Et puis, de certaine manière, ça peut être un cycle. Par exemple, le mouvement MeToo, moi aussi, qui est résolu maintenant. Moi, je me souviens qu'il a dit avec quelque chose semblable quand j'étais étudiante. C'est il y a plus longtemps. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui parlaient beaucoup justement de violence. Donc, mais aux hommes à plus de leur pouvoir, etc. Et puis, ça est tombé, et puis ça revient. Donc, il faut quand même faire gaffe, pas seulement de le visualiser, mais le rendre permanent, ne pas oublier que les choses sont quand même devraient pas seulement rendre visible, mais rester visible. C'est-à-dire ne pas oublier. Et pour la question que je trouvais aussi super intéressante, c'est l'absence des soi-disant minorités, si on peut dire les femmes sont minoritaires, ou je ne sais pas quoi, la diversification des corps soignants, pas uniquement. Je pense que c'est aussi un problème qui est absolument persistant. Alors, il y avait des progrès. Il y a quand même, notamment pour les femmes, au moins pour les Noirs, personnes issues de migration et personnes issues de milieux modestes. D'ailleurs, je discutais hier avec un collègue parce qu'on a enseigné ensemble. Il m'a dit qu'au niveau des grandes écoles, il y a un recul. Il y a moins de gens de milieux sociaux modestes aujourd'hui qu'il y avait dans les milieux dans les années 50 et 60. Et les reproductions au niveau des grandes écoles s'empiraient depuis le temps de Bourdieu et s'empiraient aussi au niveau des politiques. Bien de femmes politiques qu'on a aujourd'hui, qui n'ont pas fait les grandes. À l'époque, il y avait une certaine période où, par exemple, on avait des individus en politique, principalement des hommes à cette période, et ils ont sorti, par exemple, des mouvements syndicaux, donc ils n'avaient pas les barres. On n'avait même pas de certificat d'études. Et aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Donc, il y a de nouveau tout le temps de conscience sociale qui disparaissent. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Une des choses qu'on peut faire, deux choses de qu'on peut faire. Pas de personne n'a de solution magique. C'est de casser la différence entre divers groupes de soignants. Les médecins, c'est vraiment une autre art. C'est très différent de l'infirmière. Les infirmières, c'est très différent de soignants, il n'y a pas de passerelle parce que je prends le métier de font leur privilège. Alors ça, c'est une des choses qu'on pourra faire. Donc, casser les silos entre les différents types de catégories de soignants. Par exemple, dans les aides-soignantes, il y aura beaucoup plus de femmes issues de migration que dans les corps de professeurs qui retraite. Donc, si vous essayez de casser ce type de discussion. L'autre, c'est le classique, ce qu'on pense pas du fait, c'est pas l'égalité de chance que tout le monde sait que c'est du don. Il n'y a pas du tout d'égalité de chance et l'égalité républicaine, mais essayer effectivement de faire des égalités de position. Ça veut dire qu'effectivement, s'il y a moins de prestige lié aux professions au sommet, mais aussi moins à la fois financière et sociale, de nouveau, c'est facile de faire plus de mixité. Donc, on revoit les salaires. On revoit les salaires, on fait la révolution. Bon, bah écoutez, nous sommes jeudi soir, il est 9h, un petit. Mais merci beaucoup. Est-ce que Bernadette, vous voulez dire un mot? Non, c'est bon. Merci beaucoup à tout le monde pour cet échange. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui, en ligne, nous ont suivis jusqu'à la fin. C'était donc une rencontre de féminisme et santé. Ce n'est pas la dernière, nous en avons beaucoup d'autres. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de poursuivre ce dialogue dans d'autres de ces rencontres. Je voulais faire un petit clin d'œil aussi on a parlé d'éducation complète à la sexualité, le planning et d'autres associations en France. On a lancé une grande campagne d'interpellation des pouvoirs publics sur cette question-là. Donc, plein soutien à ces associations. Suivez-les, soutenez-les. Je pense que c'est un des axes importants et fondamentaux pour faire bouger les choses. Donc, on est avec vous, le planning.
et Solidarité Sida et les autres. Voilà, merci beaucoup à nos différentes intervenantes qui étaient venues, en voisine ou en moins voisine. Bon retour chez vous et puis à très vite. Merci.